bonsoir, bienvenue dans les tribulations d'Hildegarde. Donc la semaine dernière, je vous avais dit que je vous présenterais, Maud Grund, sauf que, bah, un petit peu les aléas, de cette semaine d'actualité, je n'ai pas pu me rendre à la librairie. Donc, je vais vous présenter donc, comme je vous l'avais dit aussi, en cas d'empêchement, je vous présenterai, Au premier regard de Lisa Garner. Heu, Édifiant. J'ai pris en fait, une bonne dose de super-héros à l'américaine, en fait, voilà. Donc, c'est pas trop mon truc, en fait. Nouveauté palpitant Paris Match, je sais pas qui est responsable, chez Paris Match de la lecture de ce thriller, mais soit remplacez-le, je vous le dis comme ça, ou alors c'est quelqu'un de très proche de la retraite, qui a pas compris le mot thriller. Mais bon, c'est pas grave. Généralement, j'achète, pas, vous comprenez pourquoi je n'achète pas de livres avec ce genre de manchette. Donc, Lisa Garner au premier regard. Alors ça réunit, 3 héroïnes, qui sont récurrentes, hein. Donc il y a, d'agents, du FBI, Kimberly, Quincy. Alors Kimberly, c'est très rédhibitoire pour moi parce que dès que j'entends ce prénom, j'ai le sketch d'Élodie Pou, l'humoriste française, dans la tête, Kimberley. Donc j'ai beaucoup de mal. Bon, j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer. Le commandant Didi Warren et une jeune fille, Flora Dane, qui est la survivante d'un tueur en série. L'intrigue, commence par la découverte macabre d'un charnier dans une petite ville de Géorgie. On revient toujours dans ces bases de petites villes, de petites communautés isolées, et cetera. Potentiellement, cette découverte de corps de charnier, elle est partiellement liée à Jacob Ness, qui est un auteur, je suis fatiguée ce soir, un tueur en série. Ça pourrait être aussi un auteur en série, mais bon, un tueur en série, qui a été, abattu, quelque temps auparavant. Donc on sait que c'est pas lui, oui et non, puisque, c'est un charnier. Donc c'est un peu, en fait, cette idée-là qui m'avait plu au départ. Alors ça a été très long au démarrage, heu et dans mon esprit, je me suis dit: «Ah, quelque chose de nouveau», c'est-à-dire que le tueur en série n'est plus là et on découvre un charnier. Alors, on dit que c'est potentiellement lié à lui, mais est-ce que c'est lui? Est-ce que c'était avant? Est-ce que ça s'est passé après? On est un peu perdu. C'est le seul moment de réflexion intéressant dans le livre, hein. Donc, chez moi, ça a duré à peu près 15 secondes et après ça a été une lecture, voilà, une lecture pour passer le temps et encore. Donc, est-ce que, il a un complice? Il a pas un complice? Donc ces, 3, enquêtrices, en fait, vont unir leurs forces pour protéger une jeune fille qui a été témoin de, un petit peu ce contexte, cette découverte macabre. Alors, c'est un peu un mix entre, les Avengers, Natasha Romanoff, heu, Superwoman, La Reine des Amazones. On est sur, voilà, le le côté très américain de «On est les plus forts, on va unir nos forces, on est les plus forts». Alors bon, le FBI, rien avant, le commandant de la police et puis, la survivante d'un tueur en série. Alors, ça m'a posé beaucoup, 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 beaucoup de problèmes, de non-sens. Est-ce que vous imaginez 2 secondes
quelqu'un qui réchappe à un tueur en série, surtout aux États-Unis, heu, qui va s'en remettre assez rapidement et qui va se dire: «Bah, tiens, moi, je vais aider, les autres sur le terrain à, faire une traque sur un tueur en série». Je veux dire, à un moment donné, on est personne, personne n'est un surhomme, une surfemme. Je ne sais pas si vous pouvez considérer l'impact psychologique d'avoir échappé à un tueur en série. C'est-à-dire qu'on l'a vu sur certains cas, qui n'étaient pas des tueurs en série, mais je pense à l'affaire, Natacha, Kampusch. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui est détruite. Toute sa vie, ce sera quelqu'un qui sera détruite. C'est-à-dire qu'il va faire face, à des tas de situations avec les traumas engendrés qui sont, c'est une bombe à retardement. Donc imaginez avoir été kidnappé par un tueur en série, avoir subi des sévices, vous enfuir. Donc effectivement, ça dénote une capacité, de survie assez haute. Mais reprendre une vie normale, je pense pas. Enfin bon, on est dans l'idéalisation américaine, attention. Donc les thèmes principaux de ce livre-là vont être, un petit peu à l'américaine aussi, hein, donc cette résilience féminine, cette sororité, hein. C'est ce que ce roman met en avant, des femmes fortes qui collaborent face à l'horreur, qui vont souligner un féminisme, très puissant, où la survie et la justice, en fait, vont primer sur la vulnérabilité. Ce qui est l'inverse de tous les romans que je vous ai présentés, tous les thrillers que je vous ai présentés jusqu'à maintenant. C'est pas anodin. Vous avez, bon, l'héritage et le trauma, la hantise du passé, hein, donc forcément, cette, Flora, hein, qui est la survivante, d'un tueur en série qui va affronter le fantôme de son tortionnaire. Donc elle emploie bien le mot tortionnaire, le fantôme de son tortionnaire. Explorant comment les crimes passés, irradient le présent, refusant l'idée simpliste qu'un seul coupable, arrête le mal, et cetera, et cetera. Vous avez des c'est pour ça que ça me pose un problème parce que vous avez des témoignages de je vais dire de survivants et de survivantes. Je vais prendre le cas de femmes puisque, là on parle de résilience féminine, hein, de sororité. Vous avez des témoignages, heu, de femmes sur les actes de torture engendrés pendant la dernière guerre mondiale, notamment par Klaus Barbie et vous avez des femmes encore qui sont vivantes et qui, quand elles sont allées au procès de Klaus Barbie, ont raconté l'horreur qu'elles avaient subie, mais avec une émotion, mais qui était terrible, avec une, c'était pas froid, c'était pas, voilà, il mais vous m'avez fait ça, je l'ai digéré, je l'ai accepté, je l'ai digéré et aujourd'hui, bah, je suis au-delà de la colère, je suis au-delà de la haine, voilà, je suis, en paix avec moi-même. Je viens dire ce que vous m'avez fait et je vais repartir tranquillement, faire ma soupe, acheter mes poireaux sur le chemin et faire ma soupe. Non, non. On est encore dans l'émotionnel. Le travail de deuil, je vais dire, de leur histoire n'est pas faite parce que ces femmes-là sont dans la colère, sont dans la haine. Elles n'ont pas accepté et elles n'accepteront jamais. Je me souviens d'un extrait de ce témoignage où le président dit, «Madame, untel, regardez-moi, ne regardez pas l'accusé» et mais rien à battre, quoi. Rien à battre et elle lui répond: «Je regarde qui je veux. Vous, à la limite, vous m'intéressez pas parce que je vous connais pas et vous m'avez rien fait. Par contre, lui, oui, lui, je le regarde. Lui, aujourd'hui, je suis en position de le regarder et de lui dire: "Regarde-moi, regarde-moi, parce que je suis là malgré ce que tu m'as fait"». Donc, arriver à un tel degré où, dans le roman, Flora, va faire face à son tortionnaire, enfin, elle va pas faire face à son tortionnaire,
être dans la même situation et elle va pouvoir faire face parce que l'auteur nous dit, ben, voilà, ce qui lui est arrivé va lui servir d'expérience et elle va pouvoir l'utiliser. Je ne suis pas sûre de ça. Mais bon, encore une fois, on est dans l'utopie américaine. Hein, on est dans cette idéalisation, hein, de la vie. On est les plus forts, on est les meilleurs, etc., etc. Donc, j'en étais bon à ce qu'on appelle l'héritage du trauma. Hein. Vous allez aussi trouver les dysfonctionnements familiaux et psychologiques, comme dans tous les romans. Alors, ils sont exploités un petit peu différemment parce que c'est comme je le dis, encore une fois, c'est très américain. Vous allez avoir des thèmes comme l'adultère, qui va plus ressortir du côté outre-Atlantique que chez nous. La schizophrénie, alors je dis schizophrénie, excusez-moi, enfin non, personne ne m'excuse d'ailleurs, j'ai envie de dire schizophrénie, puisqu'aujourd'hui, depuis quelques années, on ne l'appelle plus schizophrénie, mais je vais continuer à l'appeler schizophrénie, pour bien poser les choses. Et les secrets de famille. Moi, j'adore les secrets de famille. Vous allez voir que chez les tueurs en série, parce qu'on va basculer là-dessus, ce sera beaucoup plus intéressant que ce roman, les secrets de famille peuvent être quelquefois très très lourds et vont contribuer à un certain dysfonctionnement. Je vais dire, voilà, le roman, le récit veut interroger sur la protection des innocents et critique les illusions de sécurité rurale. Encore une fois, on est aux États-Unis, hein, donc c'est très grand. C'est pas la même culture, c'est pas, je veux dire, la même façon d'appréhender l'éducation. On est dans quelque chose. Les États-Unis, depuis des décennies et des décennies, même des centaines d'années, ils vont osciller entre un puritanisme très très exagéré, et puis ils vont basculer dans une ouverture, pareil, complètement loufoque, complètement, voilà, on comprend pas. En fait, ils n'ont jamais eu de juste milieu. Ils sont dans des extrêmes opposés à chaque fois. Je me souviens à l'époque, il y avait une loi, ça m'avait beaucoup questionné, on avait beaucoup ri avec des collègues, où vous avez certains États qui ont promulgué une loi en disant que la sodomie entre couples, hein, entre hommes et femmes mariés, était interdite et qu'elle serait punie d'un emprisonnement avec une amende, etc. Et voilà, vous le retrouvez en Corée à l'heure actuelle. Hein. Peut-être différemment parce qu'il y a plus de promiscuité, c'est plus petit, c'est voilà. Mais à l'époque, on avait un petit peu débattu sur ce thème-là parce que vous touchez à une loi fondamentale, en fait, qui dit qui est simplement la liberté. Vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Alors, le fait de dire, elle est interdite, il y a des gens qui ont été dénoncés, hein, voilà, dénoncés. C'est-à-dire que vous avez des voisins qui se sont trouvés derrière vos fenêtres, qui ont filmé et qui vous ont dénoncé. Déjà, il y a quelque chose qui n'est pas sain et qui n'est pas logique. C'est-à-dire que votre voisin est un voyeur. La plupart des agressions et des agresseurs sexuels, des pervers, sont des gens qui vous observent. Donc, voilà le paradoxe américain. Ça nous avait fait beaucoup rire par la suite, parce qu'on ne peut que rire de ces choses-là, même si elles vont finir par arriver chez nous sous une autre forme, mais elles vont y arriver. Je vois aujourd'hui le thème des agriculteurs sur le Mercosur. Je comprends
leur colère, je peux comprendre leur détresse, leur souffrance, mais il faut savoir, alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je suis très simpliste, mais il faut savoir que sur le Mercosur, on ne peut rien faire. Quand l'entrée de la France dans l'Union européenne a été signée, à partir de là, nous sommes régis par la Constitution européenne. Nous n'avons plus la souveraineté dans notre pays. Il faut le savoir, c'est-à-dire que vous aurez beau mettre le feu à tout ce que vous voulez, le Mercosur sera adopté à la majorité des pays représentant l'Union européenne. Alors si vous avez 7-8 pays, parce que je sais que la Hongrie, la Pologne s'y opposent, l'Autriche aussi il me semble s'y oppose, nous on peut s'y opposer aussi, hein, ce sera un effet de manche. Il faut savoir que voilà, nous ne représenterons pas la majorité, donc le Mercosur est déjà signé, il est déjà entériné, il n'y a aucun souci là-dessus. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'informe pas les gens. Nous sommes régis à l'heure actuelle non plus par des lois françaises, mais par la Constitution européenne. Nous n'avons, en tant que Français, aucune voix. Nous n'avons pas droit au chapitre. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà, juste petit aparté. On va partir sur les tueurs en série. Alors, je vous ai fait juste un tout petit descriptif de quelques tueurs en série. J'approfondirai le sujet par la suite au fur et à mesure de thrillers que j'aborderai. Là, je vais introduire le thème de tueur en série. En fait, je vais vous donner la définition d'un tueur en série, comme elle est indiquée dans tous les, comment je vais dire, les manuels, ce qui est sorti, puisqu'il y a quelques années, la définition était à peu près la même, sauf qu'elle a évolué parce que il y a eu un autre phénomène qui est apparu, je vais vous en parler. En fait, un tueur en série est un individu qui commet au moins 3 meurtres distincts, c'est-à-dire les uns à la suite des autres, et espacés dans le temps par une période qu'on va appeler de refroidissement, c'est-à-dire avec un arrêt de plusieurs jours, de plusieurs semaines, de plusieurs mois, de plusieurs années. C'est ce qui va le distinguer d'un phénomène qui est apparu il y a quelques années, qui sont les tueries de masse. C'est-à-dire qu'on va... alors, je pense que ça a été fait d'un point de vue légal aux États-Unis, juridique. On va séparer le tueur en série du tueur de masse. Déjà, c'est pas la même chose, mais je pense que juridiquement, ils ont voulu bien poser les choses. Donc, alors, les crimes du tueur en série sont souvent motivés par une satisfaction psychologique, un soulagement de tension interne ou des fantasmes sadiques. Excusez-moi. On va être plus sur l'explication de ce qui va pousser un individu à commettre des meurtres. Vous avez... alors, toujours pareil, quand vous pensez tueur en série, vous allez penser États-Unis, parce que c'est ce qui revient le plus au cinéma, etc. Il faut savoir que le premier tueur en série, en fait, était français. Oui, 15e siècle, Gilles de Rais. Alors, on l'a su par des écrits, hein, puisque c'est remonté, ça a été codifié. C'était un tueur d'enfants dans des rituels sataniques. Et bon, on n'a pas le nombre précis, mais c'était apparemment assez conséquent. C'est tout. Tout ce qu'on sait, tout ce que, je veux dire, ça n'a pas été creusé, c'était au XVe siècle. Donc... Mais ça reste le premier tueur en série. Oui, qui rentre dans la définition. Vous avez après le plus célèbre, je ne vais pas m'éterniser dessus parce qu'en ce moment, il y a quelque chose, enfin ça fait des années que ça dure, mais je pense qu'aujourd'hui, on va peut-être arriver à quelque chose, à avoir une réponse définitive. Le plus connu, je pense universellement, c'est Jack l'Éventreur, le tueur de Whitechapel.
Donc pendant longtemps, très longtemps et encore aujourd'hui, on se demande qui il pouvait être, et j'ai lu quelque part récemment que, ils avaient trouvé une correspondance ADN. Donc je vous dirai la suite. Vous avez donc je vais vous citer le tueur le plus prolifique tueur en série, il s'appelle, Samuel Little. Il est considéré comme le plus prolifique avec 94 ou 93 meurtres, avoués et 50 retrouvés. Alors on fait une différence entre, les personnes, qui vont tous avouer un certain nombre de crimes ou pas, et on va, se baser sur les personnes retrouvées. Lui, on en a retrouvé 50, ce qui est quand même assez, conséquent. Ces victimes étaient, des femmes principalement marginalisées, qui ont été tuées par strangulation entre 1970 et 2005, dans 16 États. Alors, son histoire est assez, rocambolesque, parce qu'il a commencé en 70 et il est décédé en 2020, à 80 ans. Ce qui est assez rare, pour un tueur en série qui n'a pas été condamné à la peine de mort. Je pense que c'était vraiment leur premier tueur en série. Alors, c'était un prédateur, un prédateur sexuel avec, alors par contre, il avait quelque chose de très, très remarquable, qui était une mémoire exceptionnelle. Il a, dessiné des portraits de ses victimes, avec tous les détails qu'elles avaient à l'époque, pour leur identification. Alors, ils ont retrouvé un certain nombre de femmes, qui n'ont pas pu être identifiées non plus, parce que, bon, trop abîmées, voilà, il n'y avait pas l'ADN à l'époque. Mais c'est je veux dire des meurtres qui lui ont été, plus ou moins incombés, hein, donc on saura jamais. Alors il a aidé, hein, il était très sociable, il a aidé les enquêteurs, à rechercher, à trouver, très sympathique, hein, dans l'ensemble, très, très sympathique. Mais ça reste quand même un tueur en série. Donc ils ont résolu le problème, ils l'ont enfermé. Une fois enfermé, il n'y avait plus de risque. Là, on retombe dans, effectivement, le rôle de l'expertise psychiatrique ou de la sentence, du jugement qui est fait. Alors aux États-Unis, c'est très rapide, hein, c'est généralement, vous êtes enfermé et vous finissez dans le couloir de la mort, puisque vous avez des États qui pratiquent la peine de mort, d'autres non. Mais comme généralement les meurtres ne se font pas au même endroit, mais dans plusieurs États, vous en avez forcément un dans la constellation qui va posséder la peine de mort. Alors ça va être très long, hein, parce que chaque État va juger et va infliger sa peine, mais alors quand vous arrivez au dernier, généralement c'est la peine de mort, et là vous n'y copez pas. Le deuxième, je vais vous parler de celui qui reste pour moi le tueur en série le plus intelligent qui ait eu, qui s'appelle Ted Bundy. C'était un homme très charismatique, très intelligent, et qui a eu une couverture médiatique énorme aux États-Unis à l'époque. Il a tué entre 74 et 60. Alors attendez, je ne dis pas de bêtises, ça doit être 78, 79, je crois que c'est 78, qui est la date de son arrestation. Il a été exécuté en 10 ans après, donc je crois en 88-89, sur la chaise électrique. C'est l'État qui possède la chaise électrique, enfin un des États qui possède la chaise électrique. Je me souviens plus l'État. Je sais plus si c'était la Californie ou c'est quelque chose comme ça. Je me souviens plus de là où il était. Il a tellement bougé aussi que, effectivement, ça a été très compliqué. Il confesse 30 crimes. On suppose
qu'il en a fait plus de 100. Alors, ça a été un jeu du chat et de la souris. Non pas pour son arrestation, mais pour ce qui a suivi après. Très intelligent, très manipulateur, hein, donc discerner le faux du vrai. Je pense que c'est lui qui a mené les débats et qui a évité... Enfin, il a été dans le couloir de la mort, mais je pense qu'il a évité le fait de se dire pendant 10 ans, je vais être exécuté dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, parce qu'il a livré, de temps en temps, il livrait une victime en disant: «Ah oui, mais peut-être qu'elle est là. Je crois me souvenir que» et cetera. Donc ce qui a considérablement retardé jusqu'au moment où je pense qu'il n'y avait plus l'interaction et le fait d'avoir cette couverture médiatique aussi, hein, puisque lui est arrivé et après vous avez eu d'autres tueurs en série qui sont arrivés. Donc finalement, vous n'êtes plus le numéro 1 puisque dans la chronique, il y a quelqu'un qui va défrayer cette chronique et qui va passer au premier plan. Donc les tueurs en série sont très très susceptibles, hein. Ils ont un ego très très démesuré. Donc il tue à peu près, je pense, plus de 100 personnes. Secret de famille, parce que lui, il en a eu un énorme. Il a grandi en pensant, en croyant, que sa mère était sa sœur et que ses grands-parents étaient ses parents. Donc, compliqué. Il ciblait principalement de jeunes femmes qui l'attiraient. Alors, grâce à une apparence qui était jugée très charmante, donc très, très introduite dans la société, hein. Alors, il faut savoir que ces crimes comportaient des viols, des meurtres et des actes nécrophiles, ainsi que des mutilations post-mortem, hein. Les évaluations cliniques et les travaux psychopathologiques le décrivent comme un psychopathe sadique à motivation sexuelle. Son mode opératoire, c'est enfin, sa personnalité, on va dire, c'est le contrôle et la domination. C'est-à-dire, je prends ma proie, quand je l'ai dans mon entourage, je la séduis, je l'enlève, je la viole, je la séquestre, faites ce que vous voulez, je la tue, je fais des mutilations. Enfin, en fait, j'ai une domination et un contrôle d'un bout jusqu'à l'autre. Il n'y a aucune intervention au milieu. Je domine, je contrôle toute la situation. La manipulation sociale. Ted Bundy, il entretenait, il avait une double image, c'est-à-dire socialement il était adapté et il a trompé son entourage. Je ne sais pas si vous imaginez un psychopathe sadique sexuel. C'est, lui, il a rendu cette image comme étant Monsieur Tout-le-Monde. C'est-à-dire que votre voisin ou votre frère peut être Ted Bundy, peut être cette personne. Le fantasme et l'escalade, hein, c'est cet univers de fantasmes violents et sexuels, alors qui a été retrouvé avant sa préadolescence. Il y a eu dans les enquêtes qui ont été faites, hein, ils ont retrouvé ça donc avant l'enfance, hein, et qui qui s'est renforcé avec le temps et qui contribue en fait à l'escalade de la violence. C'est-à-dire que c'est des enfants ou des ados qui vont tuer des animaux, qui vont faire pire que ça, hein, mais qui ont cette attirance. Une fois qu'il y a un passage à l'acte, on ne peut plus revenir en arrière. C'est ce qu'il faut comprendre. Une fois que le passage à l'acte a été fait, c'est terminé, parce que ce passage à l'acte va procurer des sensations qui vont faire exploser le fantasme, c'est-à-dire que la réalisation est possible.
On passe du fantasme, de l'imaginaire, à une réalisation, à une réalité. Avec tout ce que ça va déclencher, hein, les tensions sexuelles, les pulsions, l'assouvissement de ce fantasme, et le plaisir que ça va en procurer, parce que c'est une notion de plaisir. Donc là, c'est allons-y en avant Guingamp. On ne peut plus les arrêter. Vous allez avoir aussi un tueur qu'on a connu, je crois, dans les années 80, en France, ou 85, on en a entendu parler, qui était un tueur soviétique, russe, sous l'ère soviétique, qui s'appelait Andrei Chikatilo. Il est considéré comme le tueur le plus violent. Il a tué entre 50 et 52 personnes, essentiellement des femmes, des enfants et des ados, entre 78 et 90. Il est connu sous le nom, si vous le cherchez, le boucher de Rostov. Donc, c'est des agressions sexuelles, mutilation, du cannibalisme. Il est exécuté, je crois, peine de mort, hein, il est exécuté en 94 avec une balle dans la tête, hein, exécution russe. 50-52 personnes, essentiellement des femmes. Là, on tombe sur un cas de cannibalisme. Alors, ils ne sont pas tous pareils. Je pense notamment à l'histoire, donc, qui est un roman, hein, d'Hannibal Lecter. Lisez-le, Les origines du mal, ou regardez le film. C'est très complexe, mais c'est très intéressant. Vous allez avoir, côté britannique, Harold Shipman. Alors lui, c'est très british, hein, on est vraiment comme dans l'humour, c'est très british. C'était un médecin généraliste qui a tué environ 215 personnes sur 3 décennies. Il leur injectait des analgésiques, hein, opiacés, donc overdose. Il a pris perpétuité, il s'est pendu dans sa cellule, ou on l'a pendu dans sa cellule, on ne pourra pas savoir. Donc 215 personnes sur 30 ans. On est quand même sur pas mal. Mais c'était, je vais dire, c'est plus doux. C'est plus doux, puisqu'il allait à leur domicile, overdose, ok, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de démembrement, il n'y a pas de cannibalisme. Non, je pense que lui, il a eu un syndrome de Dieu, c'est-à-dire qu'il s'est pris pour Dieu, a décidé qui devait vivre et qui devait mourir. Parce qu'en grande partie, ça reste un contrôle, ça reste une domination. Voilà. On parlera plus longuement, si ça vous intéresse, de tueurs en série. Je vous ferai quelque chose de beaucoup plus structuré, enfin plus structuré sur des choses comme Ed Gein, sur d'autres tueurs en série. Je passe sur le K-drama. Le K-drama, on peut faire référence. Alors, il y a 2 films. Il y a Beyond Evil. Vous pouvez les trouver sur Netflix, j'ai regardé, en version française. Beyond Evil, alors là, c'est, je crois qu'il est de 2024, hein, 2024-2025. C'est 2 détectives qui enquêtent sur une série de meurtres dans une petite ville coréenne. Donc on retombe toujours sur les petites villes. Et ces crimes rappellent un tueur en série d'une affaire non résolue d'il y a 20 ans. C'est assez intéressant. C'est un très très bon thriller avec beaucoup de suspense. Je ne peux pas trop vous en dire parce que sinon ça va dévoiler tout de suite l'action principale, et j'ai pas envie de le faire parce que c'est le fil rouge en fait qui va vous tenir. Beyond Devil. Vous avez aussi un thriller. Alors celui-là est un peu plus particulier parce que il expose une moralité ambiguë. C'est très bien fait, mais voilà, on peut très bien ne pas être d'accord avec ce qui est exposé quand même. Alors ça s'appelle Killer Paradox. Ça montre un justicier amateur qui va éliminer des criminels et qui est poursuivi par un détective. Et de prime abord, il élimine un tueur en série, avec tout ce qui va découler derrière. La moralité, je ne peux pas trop, vous voyez peut-être où je veux en venir, mais
voilà, il faut le regarder-le, c'est intéressant, je vais pas dire c'est divertissant, mais c'est intéressant et on comprend quand même, enfin, on comprend certaines choses. Dans le premier, on va comprendre les mécanismes psychologiques comme on trouve dans les thrillers et dans le second, ça pose une question fondamentale et bref, à chacun de nous, d'être d'accord ou pas. Voilà. La semaine prochaine, je parle enfin parce que j'irai le chercher, je pense, en début de semaine, tant pis si je dois passer par les champs ou si je dois y aller à cheval. Je vous parlerai de La fille renard et Le diable dans son corps de Maria Grunt. Oui, je suis en train de calculer. Je vous parlerai de ces 2 livres qui sont excessivement intéressants et qui, voilà, vraiment, on rentrera de nouveau dans l'univers du vrai thriller. N'oubliez pas, de vous abonner ou de partager la chaîne ou d'en parler autour de vous, ça serait bien. Si vous voulez toujours pas laisser de commentaires, laissez pas de commentaires, je m'y suis faite maintenant, je regarde même plus. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.